Salut, c'est Morgane de la boîte à bac. Aujourd'hui, nous parlons des grandes phases de la Seconde Guerre mondiale et nous verrons en quoi c'est une guerre d'anéantissement. C'est parti. Qui est responsable de la Deuxième Guerre mondiale? Cette question divise les historiens. Au lendemain du conflit, c'est la thèse de la responsabilité unique de Hitler qui l'emporte. Dans les années 1950, les historiens insistent davantage sur les erreurs des démocraties. Politique d'apaisement, pacifisme, esprit munichois ou encore isolationnisme américain. Par la suite, on accuse la sévérité du traité de Versailles imposé à l'Allemagne en 1919 ou encore la crise de 1929 et ses conséquences. Les causes sont toujours complexes à démêler, mais il demeure des faits. Ce conflit est le plus meurtrier de tous les temps. C'est le plus vaste géographiquement que l'humanité ait connu. 100 millions de combattants, près de 60 nations et 60 millions de morts environ. C'est une guerre totale qui gomme la séparation entre civils et militaires. C'est une rupture profonde dans l'histoire contemporaine. C'est une guerre d'anéantissement. Quelles sont les victoires de l'Axe? Dans un premier temps du conflit, l'Axe cumule les victoires. Prenons d'abord le cas du Japon, allié de l'Allemagne en Asie. Le pays y mène sa propre politique de conquête. Fortement touché par la crise mondiale, le Japon cherche la solution à ses problèmes économiques par une politique impérialiste d'expansion militaire en Chine après avoir colonisé la Corée dès 1905. Je te recommande de lire l'une des meilleures aventures de Tintin, le Lotus Bleu, sorti en 1936 et qui résume la situation géopolitique en Asie. L'album montre la rivalité entre la Chine et le Japon, l'incident de Mukden qui se produit en 1931. Les Japonais orchestrent cet attentat contre une voie ferrée dans le but de faire accuser les Chinois et de justifier leur politique expansionniste. La dénonciation de cette attaque par la communauté internationale conduit le Japon à quitter la Société des Nations en 1933. Vite! À l'aide! Des terroristes chinois ont fait sauter la voie au kilomètre 23. Il sert de prétexte à l'invasion japonaise de la Mandchourie. Les Japonais y forment un état fantoche appelé Manchukuo, qui leur est entièrement assujetti et qui perdure jusqu'en août 1945, date de l'invasion soviétique de la Mandchourie. Le Japon connaît aussi une expansion maritime en direction du sud qui vise la constitution d'un vaste empire dans le Pacifique. Les Japonais attaquèrent la Chine parce qu'ils méprisaient l'empire du milieu et qu'ils sous-estimaient la résistance des Chinois. Ils voulaient aussi profiter du désordre qui y régnait à cause de la guerre civile qui opposait nationalistes, communistes et divers seigneurs de guerre. D'une certaine manière, la Deuxième Guerre mondiale commence dès 1937 en Asie. L'invasion de la Pologne en septembre 1939 marque officiellement le début de la guerre en Europe. Le 6 octobre, Hitler propose de faire la paix. Simple leurre, ses offres sont refusées et tout le monde attend. Commence alors la drôle de guerre, au cours de laquelle la France, la Grande-Bretagne et la Belgique cherchent en vain à coordonner leurs opérations qui se réduisent à quelques offensives sans grande envergure. Ce nom, drôle de guerre, provient des soldats français eux-mêmes. Ils sont étonnés car ils sont en guerre, mais il ne se passe rien du tout sur le front. À partir de mai 1940, l'Allemagne adopte la stratégie militaire de la Blitzkrieg, guerre éclair, ce qui lui permet de remporter des victoires foudroyantes. Les Ardennes, réputées infranchissables par les chars, sont enfoncées par la Wehrmacht. En procédant ainsi, les Allemands ont attaqué l'une des rares faiblesses de la ligne Maginot, une série de fortifications conçues par la France le long de ses frontières. Quand la France est défaite à son tour en juin 1940, la Grande-Bretagne se retrouve seule à poursuivre la guerre. Craignant que les Allemands ne s'emparent de la flotte française, Churchill ordonne que la flotte sur la côte algérienne soit coulée. 1500 Français y trouvent la mort. Mais l'Angleterre, galvanisée par Churchill, tient bon. We shall fight in the hills. We shall never surrender! Hitler prévoit un débarquement sur les côtes anglaises, après une série de bombardements sur les défenses aériennes au sud. L'Angleterre semble peu apte à résister, mais leurs chasseurs anglais sont plus rapides. Et surtout, ils ont le monopole du radar qui leur permet de déceler l'arrivée des avions ennemis. C'est la bataille d'Angleterre. Les Britanniques résistent aux assauts allemands. S'ensuit l'offensive de la terreur en septembre 1940. Londres est bombardée toutes les nuits. Des quartiers entiers sont détruits. Les Londoniens font face avec discipline et courage, se réfugiant tantôt dans les caves, tantôt dans le métro. Londres devient le refuge des gouvernements européens en exil. Belgique, Hollande, Pologne, Tchécoslovaquie. Et la France libre du général de Gaulle. Le conflit s'étend en Méditerranée.
où les puissances de l'Axe veulent couper l'accès du Royaume-Uni aux puits pétroliers et à la route de Suez afin de l'isoler de son empire indien. Au printemps 1941, les troupes allemandes repoussent les troupes britanniques vers l'Égypte. Les Allemands s'emparent aussi de la Yougoslavie et de la Grèce. Comment la guerre devient-elle pleinement mondiale à partir de 1941 ? Le 22 juin 1941, Hitler rompt le pacte germano-soviétique conclu 2 ans plus tôt et envahit l'URSS. C'est l'opération Barbarossa, en référence à Barberousse, un ancien empereur du Saint-Empire romain germanique. Staline avait été alerté de l'imminence de Barbarossa, mais il refusait de voir une réalité qui ne correspondait pas à sa vision du monde. Staline a été roulé par Hitler en avalant sa désinformation. Il n'a pas compris la personnalité du chef nazi en minimisant son pouvoir. Il a cru que Hitler était comme lui un joueur d'échecs, calculateur et rationnel. Or, Hitler est un joueur de casino, capable de tout miser sur une carte. L'opération Barbarossa est la plus grande invasion militaire de toute l'histoire en termes d'effectifs engagés et de pertes. Près de 4 millions de soldats allemands pénètrent en territoire soviétique. Alors quelles sont les motivations de cette invasion pour Hitler ? Vaincre le berceau du communisme, acquérir un espace vital pour le peuple allemand, éradiquer le judéo-bolchevisme, les juifs étant assimilés au communisme. Le front de l'Est devient le théâtre d'une guerre d'anéantissement. La Wehrmacht possède une supériorité initiale considérable en matériel et en hommes, de 2 contre 1. Elle est mieux organisée, bien mieux commandée et dispose d'une incontestable supériorité tactique. D'abord extrêmement rapide, la progression de la Wehrmacht marque un premier coup d'arrêt avec l'échec devant Moscou à l'hiver 1941. Après le choc initial, l'éveil du patriotisme russe permettra à Staline de compter sur le peuple pour sauver le régime en même temps que le pays. Cette détermination accentue le caractère extrêmement meurtrier du conflit et le transforme en guerre d'usure. De 1941 à 1945, 80% des pertes de la Wehrmacht sont subies sur le front russe. Cette guerre fera près de 6 millions de morts rien qu'à l'Est. De l'autre côté de l'Atlantique, l'isolationnisme maintient les États-Unis hors du conflit. Néanmoins, depuis mars 1941, la loi Prebail était un programme d'armement mis en place par les États-Unis afin de fournir aux pays amis du matériel de guerre sans intervenir directement dans le conflit. Cependant, en décembre 1941, un événement charnière dans la guerre choque le peuple américain et fournit un prétexte au président Roosevelt de renouer avec les affaires du monde. En attaquant la base américaine de Pearl Harbor le 7 décembre, le Japon provoque l'entrée en guerre des États-Unis et la mondialisation du conflit. Les pilotes japonais ont été entraînés en secret et leurs avions équipés de torpilles spéciales capables de plonger dans les eaux très peu profondes de la rade américaine de Hawaï. L'anéantissement de la principale flotte américaine devait permettre à l'Empire du Japon de continuer à établir sa sphère de la Grande Asie orientale. Aux États-Unis, cette attaque reste un des événements les plus marquants de l'histoire du pays, un désastre national. C'était en effet la première fois depuis 1812 que le sol américain était attaqué par un pays étranger. Dès le lendemain, le président Roosevelt déclare la guerre au Japon, et l'Italie et l'Allemagne déclarent à leur tour la guerre aux États-Unis. 1942-1945, comment les premiers basculements des conflits conduisent-ils les Alliés à la victoire ? La bataille de Stalingrad entre l'URSS et le Troisième Reich est sans doute la plus grande défaite de l'armée allemande sur le front Est. Contre les ordres de Hitler, les troupes allemandes capitulent en février 1943. Cette bataille constitue un tournant stratégique majeur de la guerre et redonne espoir aux Alliés. Elle reste dans les mémoires pour l'ampleur des destructions et le nombre de victimes civiles et militaires. Dans le Pacifique, le plan de l'amiral Yamamoto prévoyait d'attirer les porte-avions américains dans un piège vers les forces navales japonaises en livrant un assaut aérien et terrestre contre l'atoll de Midway. La conquête de cet atoll par les Japonais aurait signifié le retrait total des forces américaines du Pacifique oriental. Cette attaque fut un échec. Les Américains, qui avaient percé le code secret japonais, avaient anticipé le calendrier et le détail de l'opération. La victoire américaine aéronavale à Midway stoppe l'expansion japonaise. La flotte nippone a perdu beaucoup de ses pilotes chevronnés, ce qui sera décisif pour la suite de la guerre. Elle est le point de départ de la reconquête du Pacifique par les États-Unis qui sont en position de suprématie maritime. En Afrique du Nord, la victoire britannique d'El Alamein, puis le débarquement anglo-américain en 1942, auquel participent les FFL, ébranlent les positions de l'Axe.
L'armée allemande est contrainte au repli. Les Alliés s'installent sur la côte algérienne, point de départ des futures opérations de reconquête européenne. Fin 1943, à Téhéran, Roosevelt, Staline et Churchill posent la nécessité d'une coordination des opérations. En 1943, Hitler décide que les risques d'une invasion de la France par les Alliés ne peuvent plus être ignorés. Il accroît considérablement la construction des défenses côtières, le mur de l'Atlantique. Mais faute de temps, de moyens et sous les bombes des Alliés, celui-ci restera inachevé et sans réelle profondeur. Ce mur de l'Atlantique ne résistera pas au débarquement des Alliés le 6 juin 1944 en Normandie. Le débarquement en Normandie est la plus grande opération logistique de débarquement militaire de l'histoire. Plus de 3 millions de soldats sont mobilisés. Outre cet effectif colossal qui garantit la supériorité numérique des Alliés, ceux-ci disposent d'un matériel terrestre et aérien considérable. La proximité des bases aériennes britanniques, puis la création d'aérodromes en France, ainsi que de ports provisoires, leur donnant à la fois la maîtrise totale du ciel et de la mer, des ressources sans cesse croissantes en hommes, en véhicules, en munitions et en équipements. Alors pourquoi la Normandie? Eh bien, cette région permet de disposer de ports en eau profonde, ceux de Cherbourg et du Havre. Et dans un second temps, après la conquête de la Bretagne, de ceux de Brest, Lorient et Saint-Nazaire. Enfin, la Normandie se trouve aux portes de Paris, objectif hautement politique et symbolique. Paris est libéré le 24 août 1944. Les différentes opérations en Europe permettent de prendre l'Allemagne en étau. Les attaques sont très meurtrières. Par exemple, la ville de Dresde est rayée de la carte en février 1945. 250 000 personnes meurent. Le 30 avril 1945, Hitler se suicide et l'Allemagne capitule le 8 mai. La guerre continue dans le Pacifique. La reconquête des territoires soumis par le Japon s'effectue d'île en île, chaque avancée renforçant la résistance des Japonais, soldats kamikazes comme civils, avec des suicides collectifs. Bonjour Olympe. Bonjour. Tu es spécialiste d'histoire des arts et aujourd'hui tu nous décryptes une célébrissime photographie de Joe Rosenthal. Raising the flag on Iwo Jima. Alors quel est le contexte militaire de cette photographie culte? Donc le 19 février 1945, dans la perspective de conquérir le Japon, les États-Unis envahissent Iwo Jima. Iwo Jima, c'est une île volcanique. L'île n'était pas à l'origine une cible, mais la chute relativement rapide des Philippines procure aux Américains une accalmie plus longue que prévu avant l'invasion prévue d'Okinawa. Iwo Jima est située à mi-chemin entre le Japon et les îles Mariannes. Les îles Mariannes donc qui servent de base aux bombardiers américains. Elle est ainsi utilisée par les Japonais comme un poste d'observation. Les Américains, après la conquête de l'île, l'utilisent comme piste d'atterrissage de secours pour les bombardiers endommagés. Ils sauvent ainsi de nombreuses vies américaines. Administrativement, Iwo Jima fait partie de la préfecture de Tokyo. L'île constitue donc le premier territoire menacé par l'invasion américaine. Et la défense de celui-ci est donc pour les Japonais une question d'honneur. Olympe, quelles sont les conséquences politiques immédiates de cette image? En voyant la photo, le président américain Roosevelt réalise que cette photo constitue un excellent symbole pour la campagne de l'immense emprunt national que lance l'État. Le but étant que l'épargne privée soutienne l'effort de guerre. La campagne d'emprunt est un énorme succès. L'État réussit à récolter 26,3 milliards de dollars, soit 2 fois plus que les objectifs attendus. En 2000, James Bradley publie Mémoires de nos pères, qui retrace l'histoire de la pose du drapeau et de ses acteurs. Le livre fut adapté au cinéma par Clint Eastwood en 2006. La photographie a immédiatement un succès colossal. Elle est reproduite dans des centaines de publications. Elle devint également le seul cliché à obtenir le prix Pulitzer de la photographie l'année de sa publication. C'est également l'une des photos les plus diffusées de tous les temps. Des 6 hommes présumés présents, 3 n'ont pas survécu à la bataille. Cependant, la publication de la photo ne se fait pas sans polémique, notamment sur la question de la reconstitution d'une scène historique. D'autres historiens ont montré que la thèse selon laquelle la pose du drapeau fut mise en scène est erronée. Olympe, merci beaucoup pour tes explications et à très bientôt. Seuls détenteurs de l'arme atomique, les États-Unis font le choix de l'utiliser à Hiroshima d'abord, à Nagasaki ensuite, conduisant le Japon à une reddition le 2 septembre 1945 qui marque la fin du conflit. Cet événement nucléaire a suscité de nombreux débats sur l'usage de l'arme que je te résume.
Les partisans défendent l'idée que les bombardements étaient préférables à une invasion sur le plan militaire. 1 million de soldats alliés auraient pu y trouver la mort et encore plus de Japonais. Également une économie de victimes civiles. Enfin, les dirigeants japonais refusaient de se rendre malgré les massacres du printemps 1945. Les adversaires du bombardement nucléaire soutiennent que c'est une action immorale et déshumanisante pour l'ennemi. C'est un crime de guerre, une forme de terrorisme d'État. Enfin, l'utilité militaire, notamment du deuxième bombardement, était très discutable. Évoquons maintenant dans cette deuxième partie les violences de masse et le génocide des Juifs et des Tziganes. L'idéologie nazie instaure le racisme au cœur de son projet politique. L'enjeu est de promouvoir sa race aryenne et de la protéger de ses ennemis. Handicapés mentaux, homosexuels, tziganes et surtout juifs sont considérés comme une menace pour la pureté du peuple allemand. Ces populations sont peu à peu exclues de la vie politique et sociale, encouragées à émigrer ou enfermées dans des camps. En Pologne, des ghettos sont progressivement installés dans les villes. En juin 1941, l'assaut lancé contre l'URSS vise à conquérir un espace vital pour le peuple allemand. Les Einsatzgruppen sont chargés de l'éradication de tous les ennemis politiques et raciaux. À la fin de l'année 1941, près de 700 000 juifs ont déjà été assassinés sur le territoire soviétique. Des centres de mise à mort sont créés en territoire polonais, sur des sites facilement accessibles et relativement isolés. Le gazage, par camion d'abord, en chambre à gaz ensuite, permet une rationalisation de l'assassinat et place le bourreau à distance des victimes. En janvier 1942, la conférence de Wannsee organise la solution finale, c'est-à-dire la destruction des Juifs d'Europe. Le camp de Auschwitz-Birkenau devient le centre de mise à mort des Juifs européens. Des convois en provenance de toute l'Europe organisent la déportation des Juifs. Pour la France, ce sont 80 trains de la mort qui acheminent entre 1942 et 1944 76 000 Juifs depuis les camps d'internement et de transit jusqu'à Birkenau. La Shoah est un processus impliquant l'ensemble de la bureaucratie de l'État nazi, police, armée, administration. Pour les administrateurs, ce n'est pas qu'un lieu de travail, mais aussi un lieu de détente. Ce chalet en bois fut construit par les prisonniers. Les personnels administratifs d'Auschwitz, en particulier les officiers SS qui ont bien travaillé, ont droit à des permissions dans ce lieu de villégiature. Les activités extra-professionnelles permettent de faire oublier l'indicible brutalité orchestrée par les bourreaux. Une fois arrivés dans l'enceinte du camp de Birkenau, les déportés devaient descendre sur les quais. Là débutait, pour la plupart d'entre eux, la marche vers les chambres à gaz. Les Juifs doivent être définis, expropriés, concentrés et détruits. Les hommes et les femmes dans la force de l'âge sont sélectionnés pour travailler. Les quelques déportés qui survivaient à l'arrivée de chaque convoi étaient immédiatement mis au service du système concentrationnaire. Ils devaient fournir du travail, soit pour assurer le bon fonctionnement du camp, soit pour servir de main-d'œuvre aux nombreuses entreprises venues s'installer à proximité. Ceux qui ne sont pas sélectionnés pour travailler marchent vers la chambre à gaz des crématoires. À ce stade de leur périple, il ne leur reste que quelques minutes à vivre. Cette photographie permet de voir que certains déportés pouvaient conserver leurs effets personnels jusqu'à ce stade du processus. Remarque le calme relatif qui continue de régner au sein de ces familles, mais tu peux aussi percevoir la fatigue dont souffrent les arrivants. Nul ne semble percevoir à ce moment-là la réalité d'une mort prochaine. Ces photographies sont les dernières dont nous disposons actuellement sur le processus qui mène les déportés de la descente du train à l'entrée dans les vestiaires des crématoires. Ce qui s'y déroule alors ne nous en est connu que grâce aux témoignages des nazis. Regarde cette scène bouleversante du film La liste de Schindler. En quelques minutes, selon un mode opératoire dont tous les acteurs maîtrisaient le déroulement, des familles entières sont décimées. Si rien ne devait rester de leur corps, dont les cendres étaient dispersées directement sur le site, le système mis en place par les SS était d'une rationalité implacable.
Les effets personnels des victimes, ainsi que tout ce que les SS considéraient comme utile, jusqu'aux cheveux ou aux dents en or, étaient réinjectés dans le système économique du Reich. À la fin de la guerre, le bilan est effroyable. Plus des 2/3 de la population juive européenne et 1/3 de la population tzigane ont été exterminés. Durant cette Deuxième Guerre mondiale, les civils sont les premières victimes des conflits. Plus de la moitié des 50 millions de morts sont civils. En Chine également, les Japonais ont pratiqué des massacres de grande ampleur contre les Chinois qu'ils voyaient comme inférieurs. Plus de 100 000 civils sont tués à Nankin entre décembre 1937 et février 1938. D'autres massacres suivront partout en Chine, faisant plus de 10 millions de morts parmi les civils. Les Japonais testent les armes bactériologiques sur la population chinoise. La nécessité de juger ces crimes à la fin de la guerre a conduit à forger des notions juridiques. Ainsi, les notions de crime de guerre et de crime contre l'humanité sont créées par les Alliés en août 1945. Dès 1944, le juriste juif polonais Raphaël Lemkin crée le terme de génocide pour désigner l'extermination des Juifs d'Europe, terme repris ensuite par le droit international. Au cours de cette guerre, l'ennemi est l'objet d'une déshumanisation et d'une diabolisation, parfois liée à des motifs antisémites, ce qui conduit à vouloir l'éradiquer complètement. La leçon à retenir de ce conflit, c'est qu'il porte au paroxysme la barbarie de guerre et surtout la barbarie propre au régime nazi. Le pays le plus cultivé d'Europe devient en quelques années un pays esclavagiste et le pire régime criminel de l'histoire. J'espère que cette vidéo t'a permis de mieux comprendre les grandes phases de la Deuxième Guerre mondiale et ses atrocités. Dans la prochaine vidéo, nous étudierons spécifiquement le cas de la France lors de la Deuxième Guerre mondiale. Alors abonne-toi et n'hésite pas à appuyer sur le petit pouce bleu pour qu'on puisse continuer à t'aider en histoire-géographie, en français et en philosophie.